Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette conférence de traverse qui traînera autour d'un défilé obscène d'une secrétaire d'État et de ses conseillers dans la bonne ville de Troyes. Voilà, pour cette conférence de traverse, je serai bref. D'une part parce que je tourne dans des conditions pas très confortables et qu'ensuite je vais vous envoyer ça à travers une connexion très faible. Je suis au milieu de l'Ardèche chez un ami qui m'a très 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 gentiment accueilli pour les vacances, mais bref, ça donne ces conditions un peu particulières. Voilà. Pour autant, j'espère que cette conférence de traverse vous apportera autant de plaisir qu'à moi. Et sur ces bons mots, je commence. Voici la conférence de traverse qui s'intitule « Défilé à Troyes ». La scène se passe à Troyes, dans l'Aube. Elle pourrait se passer n'importe où ailleurs en France, et c'est ce qui fait tout son intérêt. Mais puisque nous sommes à Troyes, prenons le temps d'un portrait succinct de cette ville. À vrai dire, je suis passé si souvent par cette ville, et j'en ai des souvenirs si variés et baroques, que je vais laisser cette scène avec la ministre de côté pour un instant et vous parler de la ville. Puis, une fois repus de la ville, nous reviendrons à l'anecdote qui sert de prétexte à cette conférence troyenne. Je suis toujours arrivé à Troyes en train, avec quelques fournées, quelques wagons de Parisiens livrés comme tous les matins. L'arrivée à la gare de Troyes vous laisse de l'espace, comme si elle était mal définie, entre deux hôtels perpétuellement en travaux, une boîte de nuit Decathlon dont on se demande si elle a déjà servi, un parking tout refait à neuf, un bâtiment de la MSA, le pont qui mène à Sainte-Savine derrière la gare, et un terre-plein qui, après de longs travaux, essaye de se donner un genre banal au demeurant, comme une extension plane de la banalité de la boutique Relais, vous savez, qu'il y a dans la gare. Il y a encore un cours ombragé d'arbres, une boulangerie et un restaurant thaïlandais qui se font face, et puis très vite, c'est le centre-ville. Voilà, je vous ai décrit l'arrivée à Troyes, la gare, le relais, le terre-plein, le parking, la discothèque, les hôtels perpétuellement fermés. On avance, on traverse un terre-plein, une statue, deux restaurants, et pouf, on entre dans la gare, dans la ville de Troyes. Alors le centre-ville de Troyes, c'est d'abord un style de maison aux charpentes apparentes, des maisons à colombages, penchées, non pas pensées, mais penchées les unes sur les autres, distinguées par leur couleur, leur bois, leur angle, c'est-à-dire, dans le fond, la façon singulière dont chacune penche. Et le sentiment qu'elles inspirent selon leur équilibre relatif, mélange indistinct de magie ancienne, on se demande par quel tour de magie ça tient, et puis d'angoisse de la chute. Ce sont souvent des immeubles entiers qui se penchent les uns sur les autres, très, très lentement. Et puis la pluie. Il pleut souvent à Troyes. Il y fait souvent humide, mais ce n'est pas grave, c'est une ville douce sous la pluie, et puis il pleut toujours moins qu'à Langres. La gare est un bon endroit pour entrer dans la ville, si l'on veut se donner un rapide aperçu des tensions sociales de la ville. On y verra à la fois ensemble et séparément des jeunes gens pauvres, très pauvres. Certains ramassent des mégots pour faire du gris, d'autres zonent, d'autres vont à leur match de football. Il y a l'équipe de Troyes qui a beaucoup de jeunes qui se promènent souvent, qui vont à leur match. Et puis voilà, il y a les jeunes gens pauvres, et puis il y a la bourgeoisie dynamique de Troyes, celle du train, celle qui a un peu peur tout le temps et qui n'investit plus dans la région. Les guides touristiques recommandent la visite des églises de Troyes. Ils ont raison. Ils ont raison, la basilique Saint-Urbain est géniale de délicatesse, toute modestement enchâssée dans son quartier, sur le chemin de la cathédrale. Cathédrale elle-même d'ailleurs, qui, pour être en un sens
étrangement hémiplégique, ou monotour, si on préfère, n'en est pas moins gracieuse et douce. Elle est d'ailleurs plus belle à border de dos. Les Troyens et Troyennes sont plutôt tranquilles et modérément méfiants au premier abord. Avant que vous ne leur inspiriez confiance, ils vous parleront du temps, des traditionnels encombrements autour du Cube, c'est un centre de conférence, lors de la fête foraine, du sentiment d'insécurité qui existe à Troyes, de la lenteur légendaire des Troyens au volant, du manque d'initiative des concitoyens. Bon, en même temps, il ne faudrait surtout pas que trop de choses changent trop vite. Il y a pourtant des tas de petites choses inattendues à Troyes. Un restaurant à la cuisine familiale niché dans la ruelle des chats, une péniche restaurant un peu guindé qui parfois se transforme en sound system nocturne, un hôtel discret bâti autour d'un énorme arbre druidique, des jardins ouvriers tapis entre deux quartiers populaires et qui les relient de manière charmante, une vie nocturne étonnante pour une ville de cette taille, un bar disquaire qui organise des soirées cours de langue étrangère, il va sans dire, des restaurants autour du marché avec andouillettes ou tête de veau sauce gribiche, avec dans mon préféré un petit chien de la maison qui s'appelle Chanel. Ce qui fait un accord étrange entre le nom Chanel et le délicat fumet de l'andouillette, n'est-ce pas? Il y a des chouettes bars à billard, qu'on pense au Gainsbar ou l'autre qu'il y avait à Sainte-Savine, le Palais des Comtes de Champagne, le marché marginal des Chartreux, qui est assez sympathique aussi, l'université de technologie de Troyes en forme de ballon de rugby post-moderne, qui est une espèce d'ahurissante absurdité aux frontières de la ville, le quartier aussi des magasins d'usines, bon, qui attire les chalands de toute la région et au-delà. Il y a aussi à Troyes des quartiers qui sont presque des bidonvilles, où les femmes qui travaillaient à la pièce dans les ateliers de bonneterie et qui ont, pour la plupart, fermé leurs portes, racontent ce temps béni à leurs enfants au chômage. Je dis des femmes car la plupart des hommes, dans le fond, sont morts depuis longtemps à cause de la dureté des travaux de force qu'on leur faisait réaliser à l'époque dans ce secteur. On portait des ballots de plusieurs dizaines de kilos tous les jours. Bien. Pour revenir doucement vers le sujet de cette conférence, posons-nous la question. Qu'est-ce qui est sacré à Troyes ? Je vous rappelle que dans ce chapitre sur le politique, je m'intéresse plus précisément à cet aspect du politique qui est la sacralité. La sacralité étant ce qui vient légitimer la domination, justifier la domination. Et donc cette conférence s'inscrit dans le chapitre sur la sacralité. Et donc je vais prendre plusieurs exemples de sacralité en France. Bien. Alors là, on va se poser la question, hein. Et c'est à ce sujet de la sacralité que j'ai envie de mettre en scène cette sous-ministre que j'ai pu voir un jour dans la bonne ville de Troyes. Bien, et donc voilà, qu'est-ce qui est sacré à Troyes ? Et surtout, qu'est-ce qui est en lien avec la sacralité du pouvoir ? Le champagne peut-être ? Une certaine douceur de vivre et une grande tranquillité ? Quelque chose comme le droit à chacun de mener une vie digne et correcte ? La tranquillité peut-être et surtout ? Une digne tranquillité. S'il peut y avoir une solidarité, à Troyes, elle sera discrète. Mais si l'on est discret, on n'est pas aussi taiseux que des Ardennais. Hein. On est en amont à Troyes, un peu caché, un peu à l'abri, dans une forme de médiane. Ce n'est pas la Champagne conquérante, on est entre, disons, l'Aube et l'Aube pouilleuse. Et on entend rester dans une tranquillité qui est relativement sacrée. Comme l'est aussi, tiens, d'ailleurs, l'Est républicain qu'on trouve partout. Ce ne sont là, évidemment, que les bien faibles hypothèses d'un passant. Et encore, il faudrait affiner le jugement sur cette espèce de tranquillité, de désir de ne pas changer et de ne pas innover. Hein. Je revois encore des anciens et des anciennes à Troyes, les petits grands-mères, des petits grands-pères, se jouer avec malice de certains robots qu'avec mes collègues, on leur faisait évaluer. Ils faisaient ça avec un art sans cesse renouvelé de déjouer l'innovation et de la mettre en miettes et de la réinventer en rigolant. Bien. Alors cette scène que vous nous annonciez à la première phrase, me direz-vous, hein ? Eh bien voilà. C'est l'histoire d'un défilé ministériel qu'il m'a été donné de voir dans les locaux de l'hôtel du département à Troyes. Certains diront peut-être que les ministres sont faits pour passer, et de fait, ils passent. Mais la scène que je veux raconter en dit long sur la trivialité de certains aspects du pouvoir,
et les endroits où vont se nicher encore quelques parcelles de sacralité. Alors voilà, la scène se passe à l'hôtel du département, à 2 pas du canal, entre la basilique Saint-Urbain et la cathédrale. Dans les bureaux standards de l'hôtel du département, une fébrile tension monte. On attend la secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Pascal Boitard. Il fait un peu chaud. On est début septembre. L'automne n'a pas encore apporté sa fraîcheur. Le président du département, Philippe Adneau, est presque là, tant l'occasion est importante. Il court entre une salle où des élus et des acteurs de terrain, dont je fais partie, attendent, et le rez-de-chaussée où il pourra accueillir, réceptionner en quelque sorte au vol la secrétaire d'État. Elle est en retard. Elle est très en retard. Elle est de plus en plus en retard. Puis elle arrive. Ou plutôt, son train arrive. Elle file avec sa suite de conseillers, traverse les locaux, traverse la salle et délivre la bonne parole. Sur un ton de communicante. Elle présente les... Prenez votre souffle, enfin plutôt je prends mon souffle, les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. C'est la nouvelle usine à gaz ministérielle à l'époque, et encore aujourd'hui en un sens, bien que les effets de cette tentative ont été atténués par les territoires. C'était la nouvelle usine à gaz ministérielle sous François Hollande, destinée à dynamiser la silver economy et à accompagner le virage ambulatoire, c'est-à-dire le fait qu'on essaie de traiter plus les gens chez eux qu'en EHPAD par exemple ou qu'à l'hôpital. Voilà. Donc ça c'était le versant officiel, le versant un peu plus officieux, même enfin dans ce milieu-là tout le monde le savait, c'est qu'il s'agissait beaucoup plus d'ouvrir les maisons de nos vieux à des bouquets de services proposés par Orange et le groupe La Poste. En gros, il s'agissait vraiment d'accompagner par l'action publique l'ouverture d'un nouveau marché qui serait les domiciles des personnes âgées équipés pour qu'ils puissent y rester par des grands groupes français comme Orange et La Poste. Voilà. Je reviens à ma ministre, ma secrétaire d'État, Madame Pascal Boitard. Elle parle comme une communicante, comme si elle n'était pas devant des gens, mais devant des caméras. Peut-être aurait-elle dû apporter elle-même les caméras pour mettre en scène son show de manière plus complète. Puisqu'en effet, le fait qu'on ne soit pas à la télévision pose problème. Il y a un public de gens raisonnables, pensants, compétents dans leur domaine. Ces gens sont d'abord sidérés par l'absurdité du topo. Tout ce qui est dit est bête, sans saveur, à la fois mielleux et sans rapport aucun avec le réel social et politique de l'Aube et de la ville de Troyes et des alentours. Sans rapport aucun avec le réel politique et social du coin, sans aucun rapport avec la vie vécue. En d'autres termes, c'est du délire. Bien. Alors c'est un délire qui recherche des intérêts particuliers, mais c'est du délire. Bien. Les élus, et notamment les maires, se pincent et tentent de questionner la secrétaire d'État. Les conseillers pouffent dans leurs costards Célio et leurs baskets à la mode, en entendant ces questions presque incongrues de leur point de vue. Certains interrompent leur partie de Candy Crush pour checker une slide. La sous-ministre répond. Elle répond en 9 langues, de manière brutale et méprisante, puis, comme elle était arrivée, comme un souffle, elle s'en va. C'est d'ailleurs sa principale réponse aux questions qui n'ont même pas pu être posées, faute de temps en quelque sorte. Elle tourne le dos et repart répéter son show ailleurs. En fait, la sous-ministre ne peut pas rester. Elle ne peut pas prendre le temps de recevoir les questions, de comprendre les questions afin d'y répondre. Ce serait tomber les masques et perdre la face. Elle devrait commencer par dire « Pardonnez-moi, je ne comprends pas vos questions, je n'en saisis pas le sens parce que je ne connais pas votre réalité, je ne connais pas la ville de Troyes, je ne connais pas les alentours, je ne sais pas comment vous vivez, je ne sais pas quelles sont vos valeurs, je ne sais même pas vraiment comment vous en parlez. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec vos vieux, quelle est votre population, voilà. J'en sais rien, donc je ne peux pas comprendre votre question. » Il faudrait commencer par dire ça. Mais un tel reproche passerait encore, parce que personne, pas même un sous-ministre, ne peut connaître dans le détail les manières de vivre, les manières de sentir, les manières de penser de chaque commune en France. Donc ça serait un défaut bien acceptable.
Mais après avoir admis ignorer l'endroit qu'elle visite, et les gens qu'elle visite, elle devrait aussi admettre ne pas comprendre l'essentiel de la réforme qu'elle promeut, sa raison d'être, sa fonction idéologique et politique, son impact anthropologique local. Elle en connaît les aspects techniques, stratégiques, politiciens, et encore, c'est faire beaucoup de crédit à cette dame. Elle connaît surtout les éléments de langage de la réforme. Dans le fond, c'est une exécutante qui a une mission de promotion. C'est quelqu'un qui vient faire la promotion d'une politique et qui porte le masque d'une dirigeante. Et pour pas que ce masque tombe, elle file. Elle file comme un train. Bien. La sous-ministre file donc au pas de charge, sans grâce, avec une forme de brutalité dans la fuite. Lui courent après quelques élus de second ordre et 2 journalistes. Je reste dans la salle où le soufflet s'est dégonflé, causé avec les maires qui, après quelques instants, sortent de la torpeur où les a plongés cette gifle ministérielle. Ils se retrouvent entre eux, représentant la réalité de leur commune, de leurs électeurs, de leurs voisins, de leurs vieux, de leurs jeunes, et ils parlent, en français. La fiction du pouvoir est partie, il a été soufflé. L'État va effectivement leur imposer un certain nombre de contraintes nouvelles, mais aussi absurdes qu'illégitimes. Bon, en réalité, elles seront d'ailleurs lentement combattues avec une force d'inertie prodigieuse par ces mêmes instances participant aux conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Vous voyez, c'est presque... ce sont des sigles inventés pour qu'on ne parle pas des choses. Et ça, c'est tout l'argent que la CNSA déploie en France pour aider ou accompagner financièrement les gens qui sont soit en perte d'autonomie parce qu'ils vieillissent, soit en perte d'autonomie parce qu'ils subissent un handicap. Bon, voilà. C'est beaucoup d'argent. Alors, je reprends. Ici aussi, une sacralité... ici, aucune sacralité. De l'absurde, de l'inique, de l'étrangeté radicale, un souffle, une gifle, mais rien qui vienne justifier les inégalités, rien qui vienne donner du sens au pouvoir que l'État exerce à Troyes et dans sa région. Il faut voir la laideur de ce pouvoir, à la fois obèse et lisse, trivial de conformisme, ignorant jusqu'à l'obscène, filant de ci de là pour masquer son désenracinement. Voilà, j'aime bien cette phrase. Il faut voir la laideur de ce pouvoir, obèse et lisse, trivial de conformisme, ignorant jusqu'à l'obscène, filant de ci, de là pour masquer son désenracinement. Au loin, l'absurde continue. La sous-ministre, venue parler concret et enjeux du vieillissement, file à l'université de Troyes visiter une chaire Silvertech flambant neuve. Elle n'aura pas un regard pour les vieux de la vieille de cette bonne ville de Troyes, ni pour les personnes qui s'en occupent. Retournons à la gare. Face à la gare, comme on dit à Troyes, il y a un monument aux morts. Pardon, face la gare, comme on dit à Troyes, il y a un monument aux morts. En fait, il y en a 2. L'un triomphant honore les morts de la guerre 1870-1871. L'autre, plus discret, presque niché dans la végétation, honore la mémoire des combattants d'Indochine. Régulièrement, on trouve au pied de ces monuments une ébauche de cortège formé d'anciens combattants, de vieux de la vieille qui marchent à pas lents et cérémonieux, qu'il pleuve ou qu'il vente, avec leurs fanions, leurs étendards. Que la chaussée soit propre ou, comme souvent, entre les gravats de travaux en cours, ils marchent et font cortège. Un tout petit cortège humble et tranquille de vieux de la vieille qui porte certes des idéaux guerriers contestables, qui perpétue un rituel sous une forme un peu désuète, trivialisée par le temps, mais qui pourrait en remontrer à la sous-ministre en matière de sacralité et de lenteur. Bien. Pour le temps qui nous est imparti aujourd'hui, j'en termine là. Probablement dans le texte, je reviendrai assez longuement, enfin, pour ceux que ça intéresse, sur en fait, la genèse de ces conférences des financeurs, où est-ce qu'a été négocié ce modèle-là entre la Caisse des dépôts et consignations, Orange et la Poste, enfin voilà.
Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et j'engage le combat contre l'absence de 3G, de 4G, de 2G, et je vais essayer entre du Edge et peut-être un tout petit peu mieux de vous faire parvenir cette conférence de traverse. Salut tes joies!